Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Ivan, salut Urben, salut Nico Para, Draller, Sectélion, Eishan, Brax, Paris-Brest, Isiltan, Numérique et Aléric. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est déjà mardi, on est déjà en août, c'est bientôt la fin de l'été, c'est la rentrée bientôt. Salut Keivan, j'espère que ça roule. Merci infiniment Nico Para et Urben pour le Prime, déjà 8 et 12 mois. Merci beaucoup. Aléric, on entame la deuxième année avec 13 mois de sub. Tier 1, merci beaucoup Aléric. Ça fait plaisir. Surtout, vu comment je te descends dans tous les lives, ça me fait énormément plaisir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, petit live, on va parler des news, donc de la fac qui est sortie fin juillet de la part de Games, donc la semaine dernière. C'est pas colossal, mais il y a quand même des petits trucs à relever, donc on va en parler ce soir. On va également décortiquer quelques tournois qui se sont déroulés sur les dernières semaines pour essayer d'avoir une idée, une première idée de la méta, même si c'est quelque chose qui va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois même à se formaliser. La méta sera même pas complètement fixée pour le Big Four, donc on va regarder un peu tout ça. Et comme d'habitude, il ne faut pas partir du principe que parce qu'il y a des choses qui sont en top de classement, c'est forcément exceptionnellement fort, ou d'autres choses qui n'y sont pas, qui sont trop faibles. Et il faut se poser les bonnes questions, ce qu'on va essayer de faire ce soir. Salut Baby, j'espère que tu vas bien. Et sinon, on a fini la phase 1 de Crucible. Il reste quelques matchs à jouer, je crois 3 ou 4. Si vous pouvez, pour les stats, les gens qui n'ont pas joué leur dernier match, le jouer, ça serait sympa. C'est pas vital pour la suite du tournoi, mais ça serait cool que ça soit terminé. Et puis, je suis en train d'organiser la phase 2 avec tous les qualifiés. Pour le moment, nous avons 13 qualifiés et une personne qui vient faire la parité, en la personne de Miscop, qui s'est proposé pour faire la parité au besoin. Je verrai, comme je l'aurais annoncé, je verrai si jamais j'invite 2 personnes surprises pour monter à 16 joueurs le jour J, ou si on gérera autrement. Tant qu'on a la parité, c'est pas un drame. Mais j'aimais bien l'idée d'avoir des huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finale, finale. Et si je ne monte pas à 16, ça veut dire que soit on a 2 personnes qui ne jouent pas de huitième, soit on a une personne qui ne joue pas, ou alors qui joue pour du beurre un huitième, soit on a une personne qui joue pour du beurre un quart, quoi, grosso modo. Donc on va voir, soit je fais 2 invités surprises, mais je sais même pas si je les aurai, c'est des timings qui sont pas forcément les meilleurs, soit on fera ça. Ça veut pas dire que des gens ne joueront pas, mais qu'il y aura peut-être un match pour une ou 2 personnes qui ne compteront pas et ils avanceront dans leur bracket. Bon, c'est pas forcément dramatique, je verrai un peu comment on va gérer ça. Et oui, c'est plutôt une réussite. J'ai l'impression en tout cas que les gens étaient très heureux. J'ai envoyé aujourd'hui même un questionnaire Google Form pour tous les participants du tournoi, pour avoir leur feedback, avoir tous les commentaires possibles pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir faire quelque chose qui vous plaît et qui me correspond aussi. Le but, c'est d'avoir les deux pour l'édition numéro 2 qui pourrait démarrer, les inscriptions pourraient démarrer fin août pour 6 semaines de début septembre à mi-octobre, potentiellement. Faut que je vois, parce qu'il y a quand même pas mal de gros tournois qui tombent en septembre et en octobre, et même début novembre. Donc à voir. Après, on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de participer à tous les Crucibles. Il y a des gens, s'ils prévoient déjà beaucoup de week-ends de tournoi, bah, ils feront le troisième Crucible s'ils ne peuvent pas faire celui-ci. C'est pas forcément un problème. Sachant que pour celui-là, en tout cas, je vais essayer de limiter les places à 80, ce qui est quand même un beau chiffre, et ce qui me permet d'avoir des poules beaucoup plus propres que ce qu'on avait là. J'ai dû un peu bricoler, et ça m'a pas plu à 100%. Surtout puisqu'on se dirige avec un Crucible qui aurait une finale en ligne, ce qui permet à n'importe qui d'accéder aux phases finales. Au départ, quand j'ai commencé à faire Crucible, j'avais très envie de voir des gens jouer sur table. Moi, c'est pour ça que je joue au jeu, hein. Le jeu en ligne m'intéresse guère. C'est intéressant pour s'entraîner. C'est intéressant quand on ne peut pas se déplacer,
ce qui est le cas des phases 1 de Crucible. Mais le cœur du jeu, c'est quand même de rencontrer les gens, c'est quand même de déplacer, de jouer avec des modèles. Et c'est pour ça que j'étais parti sur le principe d'avoir une phase en ligne de qualif et une phase finale de physique sur place. Maintenant, il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourraient jamais faire de phase finale si jamais on ne fait pas de phase finale en ligne de temps en temps. Donc ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, ça me permet de faire plus de Crucible que ce que je pourrais en faire si jamais je ne faisais que des phases finales en physique. Je ne peux pas faire des phases finales en physique tous les 2 mois, c'est beaucoup trop de travail et d'organisation. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, rien ne m'empêche de faire de l'alternance entre un Crucible de qualification en ligne puis de phase finale physique avec un Crucible de qualification en ligne et de phase finale en ligne. Donc je pense que ça se goupille bien pour tout le monde. Donc il est fort probable que Crucible 2 aura des qualifications en ligne, des phases finales en ligne. Ce qui permettra aussi d'avoir un peu de hype sur le Discord, puisque je demanderai à ce que les huitièmes, les quarts, les demi et la finale soient streamés pour qu'on puisse le regarder. En tout cas, pour que tout le monde puisse y assister. Je pense pas que je le streamerai moi parce que c'est extrêmement compliqué de commenter une game en live sans donner un avantage si jamais un des 2 joueurs regarde la partie. Et je peux pas aller vérifier que les joueurs regardent pas le stream sur leur ordi. Donc, je pense pas que je ferai du live commenting. C'est trop compliqué à organiser correctement. Par contre, on pourra revenir sur certains moves qu'il y a eu dans les parties, certaines choses, peut-être certains points cruciaux. On pourra y revenir. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà un peu pour les news sur Crucible. Normalement, tous les joueurs de la phase 2 ont été notifiés, sont dans le bon channel et ont les infos. Et puis voilà, tout simplement. Salut Wam, salut Lord Von Roth, salut l'infirmier, j'espère que vous allez bien. Donc grosso modo, voilà un peu les news pour Crucible. Une petite news pour le stream, rien de très important, mais moi je serai pas là de demain à mercredi soir prochain. Donc je verrai si quand je reviens, parce que je pars en Croatie, donc je verrai si quand je reviens le mercredi soir, si je suis pas trop fatigué, le jeudi soir, il y aura peut-être un stream. Mais c'est pas sûr, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant sur le Discord, vous serez au courant s'il y a un stream le jeudi prochain. Mais en tout cas, je me coupe pas mal de... Je vais pas mal me couper des réseaux pendant une semaine, là. Ça va me faire du bien aussi. Et on reprendra jeudi ou au pire la semaine qui suit. Je vais faire ma première game post-MDG en NH vs SBG. Des conseils à me donner. Ça dépend des builds. SBG, ça défend vraiment très bien avec notamment des builds Manfred. NH, c'est pas mauvais du tout en ce moment, c'est le cas de le dire. C'est vraiment même plutôt bon. Il y a une grande proba que le bouquin NH change beaucoup le gameplay Nighttone, puisqu'on a plus ou moins compris entre les lignes que l'éthéré disparaissait. Donc ça risque de changer beaucoup le gameplay NH. Ceci étant, pour le moment, NH, c'est, si je ne m'abuse, c'est deux chariots, beaucoup de Banshee, éventuellement. Vous n'êtes pas obligé de jouer que des Banshees. Hein. Ça, c'est les builds les plus, entre guillemets, teuteux. Les gens qui réfléchissent pas trop jouent du spam Banshee. Maintenant, vous pouvez jouer d'autres choses. Il y a Martin qui aime bien rajouter un pack de 20 chaînes rasp. Il y a 20 Blade Guys, c'est jamais mauvais. Mais vous avez quand même un concentré de Banshee, en général 2 chariots, et après des persos autour. Donc en NH, ça vous permet de pouvoir être très agressif avec un chariot et d'avoir 2 blocs, grosso modo, qui avancent sur la map à leur rythme comme ils le souhaitent. Pour du spam Banshee, la Banshee, c'est du PV2, ce qui veut dire qu'elle profite bien, si je ne me trompe pas, des raises. Et ça tape relativement fort. Grosso modo, c'est juste des stats de mémoire. Statistiquement, les Banshees sont vraiment intéressantes. Il me semble. Hein. J'ai pas beaucoup joué à NH parce que, pour être tout à fait honnête, on pense
que le bouquin NH va sortir avant le Big Four, Inch'Allah. Et du coup, on n'a pas trop bossé NH pour l'instant. Si jamais c'est pas le cas, évidemment, il faudra qu'on bosse parce qu'on pense que c'est plutôt fort. Mais pour le moment, j'ai pas trop bossé NH. Donc on va voir. Mais en tout cas, moi j'ai joué contre NH, mais j'ai joué en Daughter of Cain, et Daughter of Cain c'est un contre direct à NH, donc il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de. J'ai pas vraiment appris comment NH jouait dans les match-ups classiques parce que Daughter of Cain ça contre très fort NH, donc j'ai pas vraiment appris les points forts de NH sur cette game malheureusement. Donc, regardons un peu cette fac. Fac qui est sortie fin juillet, qui est un prolongement de la fac de Tacoma. Tacoma, tournoi qu'on va regarder juste après d'ailleurs, mais qui est un prolongement de la fac de Tacoma. Et on va regarder tout de suite ce qui a changé. Première chose, returning and adding models. Très intéressant. Avant, on devait set up les unités, pardon, les modèles en cohérence avec des modèles qui. Attendez, j'ai peur de raconter des conneries parce qu'il me semblait qu'au départ, on devait avoir des modèles setup en cohésion avec les modèles qui étaient présents au début du tour. Mais là, ils disent bien qu'ils remplacent des wordings par phase vers un wording par phase. Attendez, il faut que je relise. On a toujours cette règle par phase et pas par tour, donc ça c'est bien. Ça aide beaucoup, il n'y a pas besoin de traquer quels modèles ont été return. Ok, c'est juste pour clarifier comment il faut poser, d'accord. En tout cas, c'est par phase et c'est pour bien clarifier comment vous reposez vos modèles. C'est juste à lire, mais c'est pas un changement majeur. Le changement majeur, c'était déjà présent a priori, puisque on est par phase et non plus par tour, mais a priori, c'était déjà dans le menu général, si je suis bien ce qui est indiqué dans la fac. Sur War Nexus, il y a un moyen de rapatrier une liste dans une nouvelle version des points. Si oui, j'ai pas trouvé. Ouais, dans War Nexus, je vais te montrer. Regarde. Là, tu arrives dans War Nexus. Grosso modo, là, je vais dans Show Other Version. Dans le Battletome Internet, par exemple, j'ai un folder Internet. Là, je peux faire ça. Et je peux faire Copy to Current. Et ça marche pareil avec les listes. Là, par exemple, j'ai une liste ici. Je peux faire Copy to Current et ça la rapatrie dans la version. Évidemment, si vous avez des entrées qui ont disparu, bah forcément, elles vont être supprimées. Mais il va essayer de faire le maximum pour rapatrier la liste. Il va essayer de faire le maximum pour rapatrier la liste. Des fois, bah, fatalement, vous avez des choses qui disparaissent ou bref, des trucs en plus ou des trucs qui font qu'il y a un problème et du coup, vous aurez des choses qui peuvent sauter quand vous rapatriez la liste. Mais ça devrait faire le boulot au maximum. Ouais, Show Other Version, il est volontairement assez discret parce que c'est pas la main feature, mais c'est vrai que quand on sait qu'il est là, bah, tu peux juste faire ça, regarder. Et d'ailleurs, vous voyez même en bas, vous avez Item with Missing Version. Ça, c'est quand vous faites des versions custom et vous les avez là et vous pouvez les réattacher à la current version. Donc là, je peux réattacher to current version et j'aurai ça qui va arriver là. Voilà. Voilà. Donc ouais, ça c'est plutôt une clarification, j'ai l'impression, mais en tout cas ça a l'air très clair, donc c'est parfait. C'est par phase, donc c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas besoin de traquer les modèles, donc très bien. Ensuite, une nouvelle fac pour les rerolls de 1D avec Sekar. L'arrivée de Sekar, c'est important. Synability me permet de reroll 1D d'un XD6. Est-ce que je peux utiliser une aptitude pour reroll l'entièreté du roll? Non. Ça, on le savait, mais c'est bien clair, c'est bien écrit, tant mieux. Et il me semble que ça avait été déjà clarifié par la OSFF. La OSFF avait fait une fac et qui disait la même chose de mémoire. Mais du coup, c'est bien de voir Games confirmer la décision. Si une ability comme la Seed of Rebirth vous permet de ramener une unité à la vie, mais qu'il y a des choses qui empêchent les soins, par exemple l'aptitude du feu de Zench ou la maladie, est-ce que du coup l'unité est finalement détruite? Oui.
grosso modo, quand vous êtes détruit, vous avez l'aptitude Seed of Rebirth vous dit, pour l'instant, vous n'êtes pas détruit et vous soignez de 1. Ou de D3, je ne sais plus, mais bref. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous arrivez à 0 PV sur votre figurine. Vous arrivez, si une figurine a 5 de health caractéristique, vous arrivez à 5 points de damage dessus. Donc là, vous stoppez les dégâts, vous dites elle meurt pas et je soigne de 1. Donc là, j'ai plus que 4 points de dégâts, donc je ne meurs pas. Ce qui se passe avec tout ce qui stop, c'est j'ai 5 points de dégâts, je lance un dé, je meurs pas, je soigne de 1, ah bah non, à la place, j'enlève le token, je regarde, j'ai toujours 5 points de dommage, donc je meurs. Voilà, et c'est ça qui est expliqué. Donc là, grosso modo, ça veut dire que vous pouvez bloquer certaines aptitudes qui vous empêchent de mourir grâce à Nurgle, par exemple, ou à Zench. Donc une clarification qui est plutôt cool. Pour les faction terrain, qu'est-ce qu'ils nous disent? On ajoute aux listes des choses. Si un turn feature a une melee range ou une range weapon, il peut utiliser fight and shoot. Ok, bon, très bien. Si ça a une move caractéristique de 0, il peut pas bouger. Voilà, très clair. Les faction terrain qui ont une move caractéristique de plus que tiré sont traités comme si des unités dans toutes les phases pour les mouvements combat range, mini combat. Ça, c'est beaucoup plus clair aussi. Ça veut dire qu'on peut power through dessus librement, ce genre de choses. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, the following. Ah, mais ça, on l'avait déjà, je crois. Enfin, bref, grosso modo, des clarifications sur des choses qu'on savait déjà, mais c'est mieux écrit, c'est plus clair, c'est beaucoup plus facile. Donc, très bien, c'est parfait. Ici, can faction terrain on or manifestation be picked as a target for power through? Oui, s'ils ont une move de plus de tirer. Ce qui est intéressant également, c'est que si vous avez un faction terrain dans lequel il y a un modèle, vous pouvez pick le modèle pour power through. S'il est dans le faction terrain. Donc en fait, vous pouvez, entre guillemets, power through sur des faction terrain qui ont un mouvement de tirer, parce qu'en fait, vous power throughez pas sur le faction terrain, mais sur le modèle qui est dedans. Vous avez le droit. Ensuite, ça c'est un update du glossaire, on s'en fout. Ça c'est Spired, on s'en fout. Donc ça c'est l'addenda dont on a déjà parlé avant. Errata sur manuel général. Add the following to the declare step for current fire. You cannot pick manifestation or faction terrain feature as the target of this ability. C'était quelque chose dont on avait l'habitude, donc aucune surprise pour cette clarification. Mais c'est toujours bien de l'écrire. Dans le paragraphe Olion and Behind Terrain, il faut changer le deuxième paragraphe pour when a unit is targeted by an attack, if it's impossible to draw a straight line from the closest point on the attacking model's base to the closest point on the base of the model. Targeting behind. C'est pas mal parce que maintenant on parle, je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas on parle de base. Au lieu de parler de n'importe quel point de la figurine, je ne mettrai pas ma main à couper que c'est la première fois. C'est peut-être juste moi qui hallucine. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir quand on parle de base. Et c'est pour clarifier les règles de behind et donc les règles de cover. Parce que pour rappel... Oui, je peux baisser la musique. Parce que pour rappel, l'obscuring ne fonctionne pas en behind de toute façon. Donc ça ne concerne que le cover. Il faut écrire pour le covering comme ils disent que les terrains sont des unités s'ils ont plus de moves. Ah oui, peut-être, ouais. Non, tu as peut-être raison, mais en tout cas, tu peux pas les choisir. Ça va peut-être ensemble, hein. PNI, t'as peut-être raison, ouais. Remove shooting from within terrain. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce remove from shooting terrain? Attendez, faut que j'aille voir parce que du coup, je sais plus. Qu'est-ce que fait ce truc? Attendez. C'est où? C'est dans Advanced? C'est 1.1 du manuel. Non, de terrain.
Alors, ça a indiqué if a model is making a shooting attack, ignore part of terrain feature while within its combat range for the purpose of determining if the target is behind the terrain feature. Ok, donc on enlève tout ça. J'ai du mal à voir ce que ça implique en termes de jeu. Ça veut dire que en fait, le terrain peut nous gêner pour le cover. Ok. C'est-à-dire que si on est dans un terrain, ça peut donner cover à quelqu'un. Ok. Ce qui est plutôt logique. Hein. Si j'ai bien suivi, quelqu'un me corrigera si c'est pas ça. In the rapid shooting effect of activate place of power, replace visible terrain feature with visible non-faction terrain feature. C'est un très bon changement. Ça évite de rendre obscuring des parties de terrain qui ne sont pas sur le battle plan. Remove the following sentence while the faction terrain feature is garrison, it is a unit. Parce qu'ils sont des unités d'une autre manière maintenant. La règle est juste réécrite autre part, ok. Je pense que je pense que ça c'était juste un bug qu'ils ont voulu enlever. Je pense que ça ne change rien à comment on joue actuellement. Faudrait que je revois. Je sais plus, je suis plus sûr à 100%. Faudrait que je revois ce que exactement ça change. Je pense que c'est une erreur qu'ils ont fait en écrivant le manuel et qu'ils veulent corriger pour qu'on continue à jouer de la même manière. Mais je suis pas formel à 100%. Faudrait que vraiment que je vérifie. C'est des points de détail mais qui peuvent être très importants. Après, moi, j'ai pas de terrain. Enfin, ça dépend qu'il y a des terrains garrisonnables, mais je vais jeter un œil exactement. Bon, je sais pas trop. Mais je pense que c'est juste pour que ça fonctionne comme c'était avant. Au pire, on relira. Unit cannot move while there are garrison on turn feature. Ok, plutôt logique. Ensuite, il y a un changement sur les power level. Alors, each wizard and priest has a power level shown after their keyword. Ok, bah wizard 2 ou priest 1 ou 2, etc. Ok. Si une ability référence unit power level and that unit has more than one, il prend le plus haut, ce qui est logique. If an ability modifies unit power level and that unit has more than one power level, it modifies both. Ok, plutôt logique. Très bien. Pas de problème avec ça. Beaucoup de changements. Alors, enhancement, change. Enhancement cannot be given to regiment of random unit. To enhancement cannot be given to regiment of random unit unless they have a keyword that match that faction's name. Ça, c'est pour pouvoir redonner au prince démon des enhancements, ce qui était plus possible depuis le manuel du général, mais c'était une erreur. Ça, c'est cool. Ici, c'est pour spécifier que quand on setup les Gemini, les deux parties doivent être setup within 9, ce qui n'était pas le cas avant. Vous pouviez les setup vraiment hyper loin. Les shards, on remplace not in combat with more than 3 parce qu'ils n'ont pas de combat range quand on les place, si j'ai bien suivi. Donc en fait, on comprenait l'intention, mais techniquement, ça ne servait à rien. Donc c'est une clarification. Sur Liferoot, gros changement. Les faction terrain ne comptent plus pour le fait de contrôler plus de terrain que l'adversaire. Et c'est un gros changement, et c'est un changement qui est très bienvenu parce qu'on a vraiment des factions qui ont 3 factions terrain et des factions qui en ont 0. Et ça change beaucoup comment ce scénario fonctionne. Donc c'est extrêmement bienvenu ce changement. Ça, pour le coup, c'est un vrai changement d'équilibrage. Donc ça, c'est très cool. Linkley Line, on change. Linkley Line is formed across the battlefield long age to long age or short age to short age to. Linkley Line is formed from the middle of one edge of the battlefield to the middle of the opposite edge. Ok. Ça, c'est plus clair et précis, entre guillemets. Mais grosso modo, les lignes, c'est facile. Hein. C'est comme ça et comme ça au milieu. C'est pas dur. Hein. Mais au moins, c'est plus clair. Pass of the Fey change the first sentence of the Spirit Pass Open to all units excluding faction terrain manifestation within 6
Donc grosso modo, avant, on savait pas quoi foutre des manifestations ou des factions terrain qui étaient à proximité d'un objectif qui se faisait téléporter. Maintenant, on les ignore, c'est très bien. Tactic Card 2, Restless Energy, in the Strike and Domination Battle Tactic, replace Control Every Objective with Control Every Objective that can be controlled. C'est déjà là, comme ça que je le jouais quand j'organisais les tournois, parce que sinon c'est complètement con. Sur Cyclist Shift, vous avez des objectifs qui peuvent être désactivés et donc qui ne peuvent pas être contrôlés, et ça baisait complètement Restless Energy. Donc c'est maintenant fixé grâce à ça. Pour Intercept and Recover, je vous la fais court, mais grosso modo, toutes les aptitudes qui vous permettent de retirer quelque chose du champ de bataille et de ne pas le remettre, maintenant forceront le trésor à être drop plutôt qu'à disparaître. Par exemple, quand on Dark Apothéosis un perso Slave to Darkness en Demon Prince, avant on pouvait juste enlever le trésor de la table et l'adversaire perdait 5 points de tactique. Maintenant, il y a des règles pour gérer ça, grosso modo. Mais c'est des cas rarissimes, mais c'est des cas chiants. Sur la Scouting Force, at the start of the battle, every friendly non-hero infantry and non-hero cavalry. On change la règle par ceux qui sont sur le battlefield. Ça évite aux unités qui sont scouts de ne pas avoir scout. Et quand je dis les unités qui sont scouts, c'est un abus de langage. Les unités qui ont un pré-game move. Mais on voit ce que ça veut dire, quoi. C'est un peu stupide que les unités qui ont une règle de scout ne soient pas scouts. Donc maintenant, elles le sont. Ça, c'est très cool. Attune to Gairan. Donc ils ont clarifié la deuxième partie parce que c'était écrit avec le Q. Maintenant, il faut qu'il y ait deux unités qui ont bougé en utilisant une retreat ability, et il faut qu'il y ait deux unités qui ont chargé, et que au moins une de ces unités ait fini un mouvement de charge avec une enemy unit qui était en contact avec une unité de lure. Donc c'est clarifié, on savait ce qu'il voulait, mais c'est maintenant écrit correctement. Donc très bien. Ça c'est un update du glossaire, on s'en fout. Et ensuite, change the first sentence of the entry for modifier to characteristic modify to less than one with the exception of rend. Oui, la rend qui peut toujours descendre à 0. Rien de bien nouveau là-dedans. Les facs sur le manuel du général. Si j'ai rempli les conditions pour finir une tactique, est-ce que je peux choisir de ne pas la faire? Non. Et ça, c'est très bien parce que sinon, on peut jouer avec l'underdog beaucoup trop facilement. Donc non, et c'est tant mieux. Attacking. Si j'utilise All Out Attack en shooting phase et en combat phase, est-ce que j'enlève 2 à la save roll? Non, parce que c'est une passive ability et donc ça ne se stack pas. Quand tous les modèles d'une unité non monstre est à 1 pouce d'un obscuring, est-ce qu'elles sont visibles des unités friendly? Oui. L'obscuring ne masque que pour les unités ennemies. On le savait déjà, mais c'est toujours cool que ce soit écrit. Si un héros garrison une faction terrain feature, est-ce qu'il peut être pick as target of ability other than attacks? Yes. Ça, c'est ce qu'on disait. Par exemple, Power Screw, on peut s'en servir, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses. Les sorts... basiquement toutes les attaques, toutes les abilities qui ne sont pas des attaques, vous pouvez vous en servir sur un héros qui est dans un décor. Sur Creeping Corruption, comment fonctionnent les damages infligés par Pulsing Life Energy sur la Shadow Queen? Eh bien, basiquement, Moratis se fait pourrir, c'est-à-dire qu'elle subit des dommages hors d'un tour. Et du coup, ça ne compte pas pour les limites des dégâts. Donc, c'est des dégâts gratuits. Je connais des Daughter of Cain qui vont ne pas vouloir jouer sur Creeping Corruption parce que c'est un nerf direct de Morathi. Après, vous n'êtes pas obligé de Morathi aussi. Est-ce qu'on peut utiliser des Scourge of Ganon, Enhancement, Lore et Battle Formation dans une armée d'Ornon? Non. On le savait déjà, mais ça fait plaisir que ce soit précisé. Maintenant, on entre dans les corrections des Faction Packs, en tout cas des errata. Wilder Corpse Hunter, les champions ne peuvent pas remplacer leur weapon. Ok, bon, c'est classique partout. And this unit in combat pour l'assassin qui est remplacé par There are no enemy unit within this unit combat range. Je suis pas sûr de voir la différence, mais en tout cas l'intention est très claire, donc pas de problème. On continue avec le Demonic Simulacrum en Zench qui est changé. Replace power level with casting power level. Faut que je lise ce qu'il fait, parce que là je vais pas pouvoir vous dire ce qui a changé.
Attendez, je vais aller voir. Zinch. Action Pack. War Scroll. Hop. Manifestation. Alors, qu'est-ce que ça dit? To that wizard. Ah oui, mais j'ai pas la page jour. Enfin, j'ai la page jour, pardon. To that wizard casting power level. Peut-être que c'est juste pour si vous avez un wizard prêtre, et du coup le casting power level c'est que pour la partie wizard. My guess c'est ça. Je suis pas sûr. Je pense que du coup ça s'applique pas. Les gens qui sont à la fois wizard et prêtre, ils prennent le power level du wizard et pas celui du prêtre. J'imagine, mais je suis pas formel. Les gens qui jouent Zench, ils pourront me dire. Mais je pense que c'est ça. On délète sur les Morsar Guard une fac qui s'appliquait pour le Faction Pack, mais du coup qui n'a pas lieu d'être pour le bouquin. En ce qui concerne les Lore of Vish, le Lore of Vish, pardon, dans les effets du Sanctum of Amintok, on remplace Not in Combat, donc c'est le même changement que les Shards, c'est normal. Les Twin Stones nous permettent d'avoir le décor pas trop loin et de bénéficier des Twin Stones. C'est très intéressant parce que c'était assez difficile d'avoir le Holy Within 6. Ça se faisait, mais c'était assez difficile. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Ok, c'est un up des Twin Stones. Pourquoi pas. Nexus of Grief, on change comment les Hungry Creeps se déplacent parce qu'avant c'était n'importe quoi, tu pouvais vraiment les placer où tu voulais. Maintenant, c'est à 3 pouces d'unité Night Taunt allié, à plus de 3 de tous les objectifs et enemy units, et à plus de 1 des terrains de feature, et à plus de 12 d'un autre Nexus of Grief. Donc c'est un peu plus restreint, et c'est tant mieux. Côté Sylvanette, change the effect of Overgrown Wilderness Ability to. Ah oui, c'est pour bypass obscuring. Obscuring avait un peu tué les cure-notes de tir. Et du coup, ça permet de bypass les problèmes d'obscuring que tu peux avoir avec les forêts sylvanettes. En tout cas pour les sylvanettes. Donc c'est pas mal. L'effet marchera plus sur les priest. Ouais, ok. Salut PLH. Salut Dadaïs. Salut Azag. Ok. Alors. The effect of the Scourge of Gairan Master of Temptation Heroic trait states that units can only use core ability. How does this affect passive ability? Doesn't. Passive ability are not used. Ok. Plutôt clair. Sion of Nulamia, add Vampire Lord on Nightmare Steed to Restore Option. Ok, plutôt clair. Et on a des updates sur Scourge of Gairan. Et là, beaucoup de choses. Ok, PLH, c'est ce que j'avais dit, donc tant mieux, j'ai pas raconté de conneries. Skaven, la Brute Terror, qui permet maintenant de booster également les Companion Weapons, qui la permet d'être très jouable, même hors de l'armée de Tankol. Donc ça, c'est très sympa. Un petit up à Skaven, ça fait toujours plaisir. Replace dans Will of the Unrat, on remplace Inflict 1 Mortal Damage with Allocate 1 Mortal Damage, donc il n'y a pas de ward roll. Ensuite, in the effect of Beacon of Protection and Bean of Ish, replace Bean Cast with Bean Successfully Cast. Très bien, on s'y attendait, pas de problème. Le changement d'Eltarion, on le connaît déjà, il est très bien. Ogre Motribe, Battle Formation. In the effect of Fixated on Feeding, replace if it does so, the target has charge with if it ends that move in combat, the target has charge. Faudrait que je regarde un peu ce que ça faisait. J'imagine que tu peux avoir des gimmicks où tu ne chargeais pas vraiment et tu as compté comme ayant chargé. Probablement. J'allais juste voir vite ce que ça fait. C'est laquelle? C'est celle-là.
Pick a friendly ogre infantry that is not in combat with the target. Roll a dice on a 3. Plus, the target can move a number of inch equal to the roll, can move through the combat range of any unit, and can end that move in combat. If it end that move in combat, the target has charge. D'accord, parce que avant, tu pouvais être considéré comme ayant chargé sans finir engagé, et du coup pouvoir faire tes palines après. C'était plutôt bon. C'était plutôt marrant. Tu peux plus le faire, très bien. Change the declare step of post-prandial warfare to pick up to D3 friendly ogre infantry units that were in combat this turn with an enemy unit that was destroyed this turn to be the target. Ok. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air plutôt clair. En tout cas, le changement a l'air plutôt clair. Seraphon Monstrous Traits. In the effect of Titan of the Land, replace the Realm Shaper engine with the friendly Realm Shaper engine. Ok, bon, on clarifie le fait que c'est uniquement pour son propre décor. Pour le Loon Smasher, on ajoute à Whirling Destruction Easy Unit ended that move in combat as charge, ce qui est très cool. Gloomside Gits, lore of Phrasal Guide, donc le nouveau lore, le lore Scourge. De toute façon, là, on est que dans les updates Scourge, donc ça ne peut que être des updates Scourge. On remplace No Mortal Damage is inflicted by those retreat ability with No Mortal Damage is inflicted on the targets by those retreat abilities. Ok. Intéressant. La Pontifex Zenestra, le Hallowed Ground, qui est remplacé par Unit that is only within 12. Unit Wild. Ok. Et c'est la même correction juste après. En fait, la prière était un peu buggée dans le sens où il fallait juste être Holy Within 12 au moment où vous lanciez la prière. Après, les gens pouvaient aller faire leur vie. Là, c'est une bulle qu'il faut maintenir. Ce qui est maintenant tout le temps le cas, je crois, chez Games 1. Il n'y a jamais de... Je crois qu'ils ont enlevé tous les... Ça a l'effet maintenant, puis sur plusieurs unités, puis maintenant, je prends toutes les... Je la refais. Le fait d'avoir des aptitudes qui disent prenez toutes les unités à 12, vous avez le bonus et maintenant vous pouvez sortir des 12, ça a disparu. C'est maintenant uniquement des bulles et donc ça, ils sont repassés en mode bulle. C'était mal écrit juste avant. Pour Kretusa, ça permet de ne pas avoir la question de ramener Morati, donc ça c'est très bien. Pour Rotigus, on rajoute le Make a Casting Roll of 2d6, ok, il le fallait. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas écrit qu'il faut rajouter le... Je sais plus s'il y a... Il me semble que sur le profil de Kretusa, il n'y a pas le Make a Chanting Roll. Et c'est pas écrit. Même si tout le monde le sait, c'est pas très grave. Mais... Cruel Boys, vous avez une belle update de Scumdrake, hein, puisque maintenant, vous pouvez littéralement dépenser vos betting chips après avoir vu le résultat. Donc c'est vraiment rigged, hein, le game est très rigged. Bravo aux Cruel Boys. Les Cruel Boys qui n'ont pas fini de prendre des buffs, et ça, on ne peut qu'en être heureux. Tant mieux pour eux. Hedonite of Slanesh, on change le mouvement par unit can move up to 3 inches immediately after that command has been resolved, unless that command is a reaction, in which case this unit can move after the ability that it was reacting to has been resolved. That move can pass through the command range, blablabla. Ok, c'est juste une clarification du timing. Très bien. Pas de problème. Fac sur Scourge. Iron Joe, quand tu utilises Mightiest Destroyer, est-ce que ça marche avec un Megaboss en Crochat? Non. Et on l'avait déjà dit, hein, ça marche que sur un Megaboss classique. Est-ce que je peux lancer un sort en combat de phase si le sorcier a déjà tenté de lancer ce sort en hero phase? Oui. Il me semble que ça avait été clarifié dans l'autre sens côté AESFF qui, du coup, j'imagine, a remis à jour sa fameuse FAQ. Le Gressier en Screaming Bell, si on caste le No-Hall, est-ce qu'on peut... Si on casse le No-Hall avec la nouvelle Belle, est-ce que la Belle peut s'en servir elle-même? Non. Le Killaboss en Gratinage 2, est-ce qu'il peut aller choper des gens dans des faction terrain? Oui. Très cool. Les Fire Slayer, les Zoric Runson, est-ce que plusieurs Zoric Runson peuvent avoir le même papa? Oui.
C'est très cool. Et pour les Blood Shadow Rite en Daughter of Cain, si vous utilisez Shadow Step, qui est le move de 6, si jamais votre Chanting Roll est de 8, est-ce qu'on peut prendre le prêtre en première target et en seconde target, prendre quelque chose qui était au début d'une 18 du prêtre? Oui. Très cool, mais vous devez déclarer quand même votre target avant de voir le résultat de votre dé. Donc, en fait, si jamais vous voulez essayer de tabler là-dessus, ça veut dire qu'il faut déclarer votre prêtre en tant que target. Et si vous n'avez pas votre prière crit qui passe, votre prêtre il va pouvoir bouger de 6 et après il sera très content d'avoir bougé de 6. Quoi. Donc, bon. Ensuite, in the effect of sneaky git, replace it is not visible to enemy units that are not in combat with it. It is not visible to enemy units that are not within this unit combat range. Ok, bon, c'est une clarification. Pas de sujet. Alors, comment on roll pour la Doom Diver catapulte? Parce que on pouvait slow roll et maintenant je veux voir comment ça a été clarifié par Games. Ok, c'est une clarification, ce n'est pas un changement. Vous avez le droit de slow roll et du coup ça vous permet de maximiser votre catapulte. Très bien. L'armée de renom a été fixe parce qu'elle marchait pas du tout. Mais bon, on savait un peu ce qu'il voulait, mais grosso modo, ça a été fixe, très bien. Ensuite, Anvil of Apotheosis, c'est pas to Glory, on va pas regarder ce soir. Là, on est dans le Battletome Skaven. Tu peux slow roll, oui, c'est ce que je dis, oui, tout à fait. Ils ont clarifié le fait que tu peux slow roll, mais de toute façon, tu peux slow roll dans les règles. C'est même comme ça que c'est écrit au départ. Le fast roll, c'est un chapitre qui est séparé. Donc, ça aurait été bizarre qu'ils changent la règle juste pour la catapulte. Je pense que ça aurait été étrange. If a flying unit passes across an hole, does it ignore the effect of the volatile ground? No. Ok. Donc quand on vole, on se fait pourrir par le no-hole. C'est la malpierre. Hein. Ça fait du bordel. Ok. Pour Save to Darkness, add the following to the Demonhood effect of the Dark Apotheosis ability. Les manifestations sont remove si jamais il se transforme, c'est un peu triste, sachant qu'il se transforme, bon, il perd le contrôle quoi. Ensuite, si le target c'est le général, le Demon Priest devient général, ok, très bien. Et ensuite, on change les effets de Pledge to Slanesh pour. Ça, pardon, on l'a déjà vu 1000 fois. C'était le fixe de passer de charge à 3d6 à 3d discard 1. Ça, on l'a déjà vu, excusez-moi. Ensuite, on va continuer avec le Battletome Soulblight avec un changement colossal pour Vordry. Ça, c'est exceptionnel. Meilleur changement ever. Je vais être très content de ressortir mon Vordry. On peut tout le temps faire un pile-in move, même quand on n'est pas en combat. Et si on finit en combat, on fait des 6 mortels. Ça donne énormément de jeu à Vordry qui peut faire un fake redeploy entre guillemets en phase de combat, soit pour engager, soit pour se dégager, s'il est derrière un écran, pour se reculer, pour pas prendre la sauce si jamais il y a trop qui vient, ou s'avancer si jamais il a besoin d'intervenir. Il peut également courir puis pile-in. Il y a énormément de jeux possibles autour de Vordry grâce à cette clarification. Donc merci beaucoup à Games pour cette clarification. Ça fait plaisir de pouvoir de voir ce beau modèle avoir une règle un peu plus forte. Donc ça c'est cool. Les Baronites, ils ont eu leur curse qui est passé en once per turn army, ce qui au final n'impacte pas tant que ça Soulblight parce que les builds qui étaient les plus renés se contentaient à un seul pack de Baronite. Et même si tu fais 2 packs de Baronite, en avoir un qui reste pas à tous les tours, c'est rarement un problème parce que vous allez rarement aller taper dans les 2 packs en même temps. Ça pourra aider un petit peu s'il y a du spam, mais ça aide un petit peu à décourager le spam, ce qui est toujours plaisant. Mais je pense pas que ça changera la puissance des Baronites pour le moment. Manifestation of the Grave, c'est juste une clarification pour le setup des multiple parts, comme le Sanguine Swarm. Ensuite, Angel of the Apotheosis, on s'en fout. Et l'armée de renom des Knights of the Crimson Keep, qu'est-ce qui a changé? Change effect of from quarter unseen to...
C'est la partie sur le CP, sur Carve Bloody Pass, qui a été changé, j'ai l'impression. Mais je suis pas sûr. Bref, si c'est ça, c'est offrir un CP, pourquoi pas. Stormcast Eternal, on a le Knight Vexillor dont la bannière a changé de pick D3 à pick up to D3. Ce qui est amusant parce que si vous reliez un 3 et que vous aviez qu'une seule target, vous ne pouviez pas faire l'ability avant. Bon, personne ne le jouait comme ça, mais c'est bien qu'il l'ait corrigé. Ensuite, on a change the timing of Coven Lord to passive. Ok, je sais pas ce que fait Corven Lord, mais passer des choses en passif, c'est toujours des garanties que vous pouvez pas les oublier vu qu'elles sont passifs. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait toujours plaisir. Pass to Glory, on s'en fout. Et voilà. Donc on a quand même des changements cool. C'était pas un patch d'équilibrage, mais en vrai, il y a eu un poil d'équilibrage. Très léger, quoi. Le changement que je préfère, c'est quand même le changement de board rail. Ça me donne vraiment, vraiment très, très envie de jouer board rail. Vous en pensez quoi? Vous, c'est quoi votre changement préféré de ce petit patch-là? Vous êtes endormi ce soir, hein? Vordry, ouais, trick de move, trop bien. Vordry, c'est vraiment mon changement préféré, hein. C'est ce modèle, j'ai trop envie de le jouer. Clarification des bois sauvages, ouais, ça c'est cool pour les joueurs Sylvanette. Très cool pour les joueurs Sylvanette. Vordry. Plein de gens qui sont hypés de Vordry. Des vraies règles pour le behind, ouais, tant mieux. Pouvoir tomber sur la manifestation des autres sans toucher les miennes, je suis ravi. J'ai pas compris, Brax, mais c'est probablement une subtilité de Sons of Behemoth que je ne connais pas. Mais ouais, Vordry, my boy, je vais pouvoir le sortir. Bon, de toute façon, je l'aurais sorti de toute façon, mais je vais vraiment pouvoir le sortir de manière compétitive, je pense. Il y a toujours le trou du régiment Caradron. Bah, on n'a pas la fac Caradron là, hein. La fac Caradron, ça sera fin août. Je vous rappelle que quand ce machin est sorti, Caradron, c'est sorti samedi dernier, hein. C'est sorti il y a 3 jours. Donc ça pouvait pas être dans la fac de juillet. Inch'Allah, c'est dans la fac d'août. Et tu parles de quoi quand tu parles du trou du régiment Caradron? Parce que de mémoire, le régiment Caradron, il est très bon, mais il n'y a pas de trou de règle ou j'oublie un truc? Peut-être pas dans ce patch-là, la clarif sur le Timber. Ouais, bah en tout cas, je l'ai pas vu passer là, Brax. Celui qui fait TP, oui, mais c'est quoi le problème avec celui qui fait TP? Il n'y a pas de problème de règle. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un problème de règle. Après, je peux me tromper, hein, mais de mémoire. De mémoire, il n'y a pas de problème de règle. Est-ce qu'il est très fort? Oui, il est très fort. Mais j'oublie peut-être un truc d'Adrissa. N'hésite pas à me dire s'il y a un vrai problème de règle dessus. J'ai pu affronter un adversaire qui m'a fait un mauvais trick. Bah, je sais pas, dis-moi ce qu'il a fait. Explique-moi et on va regarder. C'est juste très fort, ouais. C'est très fort, mais c'est très fort sur des unités très spécifiques, hein.
Je suis d'accord avec vous. Bref, je vais avancer et on continue à en discuter. Dadris, n'hésite pas. On a fini la fac. Le régiment, oui, le régiment. On a fini la fac. On va regarder un petit peu les tournois. Et on va commencer par Tacoma. Tacoma qui a été gagné par James Terwilliger avec en deuxième Frédéric Schmidt, puis Carson Whitlock, Dylan Theriault, Adam Boteman, Matthew Davison, Matt Beasley, Leo Rotonen, Mason Knox et Cameron Swanson en 10e place. Comme d'habitude, le régiment Skyport Profiteer. Oui, non, mais ok, mais c'est quoi le problème? Ce qui est intéressant, enfin, ou pas intéressant, c'est que vous voyez, ces 3 joueurs-là, ils ne se sont pas affrontés déjà. Donc en fait, le problème de Tacoma, c'est que c'est un très gros... Enfin, c'est un problème. C'est pas forcément un problème, mais en tout cas, c'est un très gros événement, ce qui veut dire que tout le monde ne se joue pas. Ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver avec un parcours beaucoup plus simple que d'autres, puisque tout le monde ne se joue pas. Vous avez 98 joueurs. Tu penses quoi du régiment de renom Mortecorne? Le régiment... Bah, j'imagine du coup pas Scarband, mais l'autre régiment de renom. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Attendez. Je sais même plus ce qu'il y a dans le régiment de renom dont tu parles. Je vais regarder vite fait. Je sais pas. Oui, c'est le Raid Révélation. Le Raid Révélation, pour moi, c'est quoi? C'est un Slaughter Priest, Deep Blood River, 5 Skull Reaper. Puis le Slaughter Priest, ouais. En vrai, le régiment de renom. Ouais, le régiment de renom est un peu gimmick, quoi. Ça peut taper des trucs idiots qui avaient leur faiblesse dans le mouvement, mais c'est mon avis. Oui, non, mais tu peux trouver ça trop fort, ça, c'est pas forcément. C'est peut-être, mais c'est pas un trou dans une raquette, c'est quelque chose qui est fort, quoi. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème de règle, en tout cas. Est-ce que c'est trop fort? Peut-être. Mais en vrai, il y a quelques unités qui en bénéficient énormément. Mais tout n'en bénéficie pas parce que si vous défendez suffisamment bien vos espaces, c'est vraiment ce qui a des bonus de charge ou qui peut bouger après cette setup. Genre par exemple tout ce qui est City, c'est fort. Les Morgas, ça change 3d6, ça peut être fort. Mais après les Morgas, ça bouge déjà très vite. Donc vous avez quelques unités qui sont assez fortes avec ce truc. Mais c'est pas non plus... faut pas voir ça comme quelque chose d'ultime. Ça peut être très bon. Mais à quel point c'est game breaking se réfléchit. Faudrait vous faire un inventaire des unités sur lesquelles c'est vraiment bien. J'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des listes qui peuvent tourner et qui l'exploiteront très bien. Faudrait que j'y réfléchisse un peu. Tu combines des Nestra et son rappel. Ouais, mais tu t'en fous. Bah, le truc, c'est que en COS, il faut te servir sur l'infanterie. Donc ça marche pas sur les caves. Sur de l'infanterie de 10 modèles ou moins, ça va marcher que sur tes commandes corps. Bon, à quel point c'est vraiment intéressant par rapport à juste bouger tes caves. L'infanterie de 10 modèles ou moins, en COS, oui, ça marche, mais ça va pas marcher sur ce qui tape fort. Donc ça va pas être utilisé agressivement. Enfin, pas si agressivement que ça. Je
suis pas si sûr que ça. Ça donne du jeu à une armée qui avait déjà beaucoup de jeux. Mais à quel point c'est une menace de malade, il faudrait que je le voie sur table. Je suis pas sûr à 100%. Je l'ai pas vu sur table, donc c'est très dur de me prononcer. Mais rappelez-vous bien que ça ne concerne que l'infanterie et que les unités de 10 modèles ou moins. Donc tout ce qui est modèle unité d'infanterie renforcée, ça marchera pas. Vous pouvez pas faire ça avec des hammers renforcés. Euh, c'est assez limité en fait du coup quand vous regardez dans des listes classiques. Après vous pouvez essayer d'adapter vos listes autour de ce régiment, mais c'est assez peu efficient. En tout cas en COS, ça va bien marcher sur les commandes corps, mais à quel point tu as vraiment envie de balancer tes commandes corps, de cramer leur D3 de move après être setup pour pouvoir faire une charge avec, pour faire je sais pas quoi. Ça tape ok les commandes corps, mais c'est pas non plus, c'est pas une unité qui va éclater la tronche de l'adversaire quoi. Donc ça me fait pas si peur que ça. Par contre, ça donne beaucoup de jeux, ce qui reste très bon. Donc oui, pour moi c'est très bon, mais c'est pas censé vous bloquer complètement votre jeu. Ça ne vous bloquera pas votre jeu, ça vous empêchera pas de jouer, je pense. Il y a peut-être des unités sur lesquelles c'est très bon, mais là de tête, j'en ai pas tant que ça qui me viennent en tête. Il y a les Morgas de Charles à 3d6. Il faudrait que je réfléchisse à d'autres trucs, mais il y a potentiellement Deed Chosen avec la charge de Slanesh, mais à quel point Deed Chosen en ce moment c'est si bon que ça en téléportation, je suis pas sûr. Même avec la charge à 3d6 reroll 1 de Slanesh, c'est pas une garantie de faire sa charge à 9. Donc est-ce que vous voulez vraiment gambler là-dessus? Pas sûr, surtout qu'STD ça coûte déjà cher. Je sais pas. On va voir. Mais oui, le Régiment de Renom, il est très bon. Je pense qu'il sera utilisé. Je sais pas s'il est si fort que ça. Il est fort, mais je sais pas à quel point il est game breaking. On va voir. Bref. Du coup, on reprend Tacoma. On va regarder les listes des 3 personnes qui sont à 5-0. En la présence de James Tervilliers en Soulblight Gravelord, c'est assez étonnant. Enfin, moi je trouve Soulblight est très bon. Ça reste une belle perf de faire un 5-0 en Soulblight. Et il jouait Vordry, 2 packs de Blood Knight renforcés. Il joue en quoi? Il joue en Bacchanal. Un vampire monté, pack de squelette, Vargeist. Très cool. Très très cool. Ça fait plaisir de voir Vordry gagner un tournoi. Après, je pense vraiment pas que la liste soit ultime. Mais ça fait plaisir de voir un Vordry parfait, donc la classe. Il joue un Intercept Restless pour pas se prendre la tête. Ça peut fonctionner. Ensuite, on a Frédéric Schmitt en Daughter of Cain qui a également fait un 5-0 et qui a décidé de ne pas ramener Moratti et de ramener 80 Witch, des packs de Kinerai. On a un chaudron prêtre, un chaudron sorcier. C'est quasiment toujours le même build. Hein. Tout ça, c'est commun et grosso modo, c'est comment vous terminez votre build. Vous avez le choix entre 4 packs de Kinerai ou 3 packs de Khainit Shadowstalker. C'est vous qui voyez. Mais grosso modo, c'est un peu le build classique. Et c'est très bon. Donc, il n'y a pas de sujet. Unité explosive avec la double active, ouais. Tout à fait. Après, le vrai problème de Doc, c'est que Doc repose trop sur un sort qui est... là, vous n'avez pas de bonus de caste, par exemple. Donc, vous avez 41% de chance de le passer à chaque tour. Et si vous le passez jamais de la game, ça m'est déjà arrivé, ben, vous êtes vachement plus faible. Hein. Surtout avec une armée comme ça. Si vous n'avez même pas Moratti, une armée comme ça, si vous passez jamais votre Mind Razor, ben, vous allez ramer de fou. Et je pense que Doc, tant que Mind Razor existera, sera frustrant à jouer pour vous ou pour l'adversaire, parce que si vous passez le sort, c'est très compliqué de s'en défendre. Et si jamais vous passez pas Mind Razor, c'est compliqué pour vous de jouer. Crétusa t'avance dans les tours, c'est suffisant, quasi auto. Non, Crétusa t'avance pas dans les tours, là tu joues dans le nouveau domaine. Mais le nouveau domaine est très bon, hein, c'est pas un sujet. Mais tu divises par plus de 2 tes dégâts hein, si t'as pas de Mind Razor. Hein. T'as pas 100 de dégâts. Hein. Mais oui, c'est très bon, c'est pas un sujet. Sensible au tir, plus ou moins, ça dépend des obscurings, ça dépend de plein de choses.
Mais de toute façon, Doc, ça va prendre un taquet au prochain Battle Scroll. Hein. C'est un peu trop fort, Doc, hein, en ce moment. Il y a des choses contre lesquelles ça galère. Ça va galérer contre Soulblight Manfred. Ça va galérer Fake. Fake chie sur cette liste. Ushoran déglingue cette liste. Il y a quelques bricoles hein, qui marchent bien contre Doc. Donc, mais ça reste trop fort, hein, Doc, en ce moment. Donc oui, Doc, c'est trop fort en ce moment. Ça va se faire nerf. Il y a quelques moyens de jouer contre. Il faut faire des cordons très éloignés. Mais la double active, ça n'aide pas. Donc ouais, si vous battez contre Doc, c'est difficile. Il y a des contres. C'est pas imbattable, hein, mais c'est au-dessus de la moyenne, clairement. Ensuite, Carson qui jouait ses ogres comme d'habitude. Pas trop de surprise de la part de Carson. C'est pas comme Gorshosen. Non, c'est pas comme Gorshosen, ça c'est sûr. Ogre, donc on a... qu'est-ce qu'il joue? Il joue un Sauter Master des Gnoblards, un Boucher des Gnoblards. Donc c'est toujours très cool de voir quelqu'un rentrer des Gnoblards. C'est n'importe quoi. C'est 20 PV pour 110 points. C'est exceptionnel. Il faut toujours les rentrer, les Gnoblards. C'est très très cool. Il a un pack renforcé de Glouton, un pack renforcé d'Iron Guts, un Blood Pelt Hunter, un Iron Blaster de Scourge. Et honnêtement, c'est une liste, je crois qu'il a déjà utilisé plusieurs fois et qui tourne bien. Bravo à lui. Il n'y a que lui qui joue une liste de ce style-là. Et il s'en sort extrêmement bien. Donc ça fait plaisir. Attendez, excusez-moi, il faut juste que je réponde à un truc. Bougez pas. Ne bougez pas, restez avec moi. Ok. Donc, voilà un peu ce qui nous sort le bon Carson. Ça fait plusieurs fois qu'il joue la liste, je l'ai déjà dit. Et c'est un excellent joueur. Ogre, donc ça fait plaisir de voir qu'on peut run une armée. Et encore, je vais dire une armée un peu en dessous, mais Ogre, c'est pas si en dessous qu'on voudrait bien le croire. Mais de voir ça qui perf. C'est une dernière, j'ai affronté l'armée de Renon Ogre sur les gorgeurs. J'ai trouvé vraiment sympa. J'ai jamais affronté. On va regarder un petit peu la suite parce qu'on a un peu de temps. On va regarder Dylan les Cities pour voir qu'est-ce qu'il joue en ce moment en Cities. Alors, Cities, on a la Pontifex de Scourge, bien sûr. On a 3 packs de Frigate Command Corps, un pack de Cavalier renforcé, un pack de Fusiliers renforcé, Calicentol, un Steam Tank Commander. Donc, on n'a pas de canon, ce qui lui permet de jouer en Fearless Exemplar. Qu'est-ce que c'est Fearless Exemplar? Du coup, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Attendez, hop. Fearless Exemplar. Toc, toc. Alors, c'est... plus un rend. Une infanterie melee weapon et une war machine. Ok. Très bien. C'est le deuxième bâtiment de garde. Ouais, tout à fait. Je comprends pas trop dans la logique AOS, c'est que des armées galèrent à bénéficier de leur bonus d'armée, genre Gloom et Aubert, qui sont bourrés de conditions, alors que d'autres armées ont des buffs auto. Les points sont calculés sur les valeurs faciles des unités, pas sur leur valeur potentielle. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que tu peux pas calculer sur la valeur potentielle, parce que si tu l'as pas après, t'es baisé. Donc faut calculer avec un pourcentage de proba que ça arrive. Et surtout, les points ils sont calculés la première fois et ensuite ils sont mis à jour en fonction des performances de chaque unité au fur et à mesure des patchs. Donc c'est fait de manière empirique, ce qui est une des manières les plus simples et intelligentes de le faire, je pense. Donc
Les différences après entre les Battle Tomes, ça c'est au goût de chacun. Ça permet aussi d'avoir plusieurs gameplays différents. Maintenant, dire par exemple que Gloom ou OBR ça serait faible en ce moment, ça serait vraiment se fourrer le doigt dans l'œil parce que Gloom ou OBR par exemple en ce moment c'est vraiment plutôt bon. Doc en ce moment c'est peut-être si t'exclus les trucs vraiment idiots, Doc c'est peut-être top 1 en ce moment. Donc oui, Doc c'est très bon, mais ça va se prendre attaquer, ça va rentrer dans le rang. C'est un truc qui s'ajuste avec les points, c'est pas un problème. Et Gloom et OBR c'est très bon hein, en ce moment. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Hein. Martin il a joué tout le week-end en OBR, il a défoncé tout le monde quoi. Il n'y a pas de problème. Et Gloom, il y a des super outils en Gloom en ce moment. Il match souvent un Battle Scroll tous les 3 mois comme à 40k. Pourquoi mais rien en régiment 1 et 2 sauf les héros? Bah pourquoi pas. Ça permet de faire des drops tout seul. Il a arrangé ses drops pour pouvoir masquer des choses quand il pose quand il pose ses unités. Donc Martin il jouait quoi en OBR? Je crois qu'il jouait la liste que Lucrage avait joué un mois avant. Donc c'est pas lui qui a la paternité de cette liste. Il me semble que c'est Lucrage qui l'a joué en premier. Et que c'est donc Catacros, 6 Immortis, 4 Morghast, 10 Cavalos et un Soul Mason, je crois. Il me semble. Très simple, liste très simple à jouer et qui fait le café. Donc voilà, il me semble. Donc c'est marrant de voir un cos qui ne joue pas les canons et qui s'en est bien sorti. À voir. On va regarder encore les 3 suivants et on regardera ensuite le tournoi suivant. On a du coup Adam Boteman qui joue Soulblight également et qui lui joue en Bacchanal of Blood, qui a décidé de ne pas run Vordry. Lui, il run un Vengorian Lord, 2 packs de Barrow Knight avec un White Lord, évidemment, pour pouvoir les buffer. 3 packs de Vargheists. Ah, ici, Run Vordry, pardon, excusez-moi. Et Radukar. Donc, c'est une autre tech complète. C'est très orienté vampire, sauf vos pavés. Ah non, c'est des Barrow Knight non renforcés, excusez-moi. Donc, c'est littéralement 5-5 et le perso. Très intéressant. Je me demande si les Barrow Knights sont pas quand même meilleurs en un pack de 10. Mais en tout cas, c'est le choix qu'il a fait. Donc, on verra. Enfin, en tout cas, on a vu ce que ça a donné. Bravo à lui pour le 4-1. Ensuite, on va regarder Matthew Davison, qui est encore un Soulblight. Hein. On avait beaucoup de Soulblight. Et qui lui a joué Lokavai, Blood Knight, Vargheist. On a pas mal de gens qui jouent des Vargheist renforcés, ce qui est très intéressant à voir. On a Vampire Lord of Nightmare Steed, 20 Barrow Knight. Ok. Et il joue Barrow Knight sans jouer le perso, ce qui est un peu triste. Je crois que la fac sur la capacité de repop sur les Barrow Knight. Oui, tout à fait. Un peu triste. Ok, on va passer à un autre GT et on va regarder le Thunderstrike GT3 qui est, si je ne m'abuse, un GT qui s'est déroulé au Canada. Il me semble, les Canadiens du chat me confirmeront, mais il me semble que c'est un GT canadien. Et donc, on avait Seraphon, Fireslayer, STD, Slanesh, Nighthawk, Cruel Boys. On a un top 6 qui est très varié, et du coup, je trouve ça trop cool. On va regarder tout de suite les listes de ce top 6. Alors, on a du coup un Carnosaur, un pack d'agradons renforcé, Stégadon, Bastiladon, Troglodyon, Starseer Engine. Ok, donc un concentré de monstres et avec un pack d'agradons en marteau. Très intéressant. Et il a été obligé de jouer en Primal Jungle parce qu'il n'avait pas les points pour jouer l'autre domaine, ce qui n'est pas forcément dramatique, mais le Primal Jungle est vraiment bon aussi, surtout avec des monstres, donc pourquoi pas. En tout cas, bravo à lui. Michael Nonomura. Cameron Tatarine qui jouait Fireslayer et ça m'intéresse énormément de voir ce qui s'est passé en Fireslayer. On a un Magmadrot, un Runeson, donc un Runephaser, un Runeson de Giran, un Runeson de Giran, un Runeson de Giran, un Runeson de Giran. Donc on a 4 Magmadrot de Giran. Attendez, pourquoi il y en a un qui vaut 330? Ah, parce qu'il a le truc qui lui fait coûter 20 points de plus, ok. Et un Runemaster à pied et quand même un pack renforcé de Earthguard Berserker. Donc il joue 5 Magmadrot et unité à pied. Très très intéressant.
Fire Slayer, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça peut vite surprendre. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir Fire Slayer en haut des classements. Slaves to Darkness. Qu'est-ce qui tourne dans Slaves to Darkness? Oula, il y a un pavé là. Bref. Legion of the First Prince, très intéressant. Legion of the First Prince qui perf. On a Bellacore, des Blood Crushers, des Bloodletters, des Flamers, Eternus, des Furies. Franchement, je n'ai aucune idée de comment cette liste se joue, donc je vais pas essayer de vous bluffer. Je ne sais pas. Ça m'intéresse au plus haut point, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas comment il a joué sa liste. Je ne peux pas vous aider malheureusement. Je serais très intéressé d'avoir un débrief de cette personne, voire de le run sur table une fois pour voir ce que ça fait. Très très intéressant. Très cool de voir ce genre de choses. On va regarder la liste de Slaanesh de Karl Munro. Parce qu'on n'en voit pas si souvent que ça, des Slaanesh. Jean Seeker Cavalcade, ce qui ne me surprend pas trop. C'est quand même une des meilleures, voire la meilleure sous-faction, bien souvent, même s'il y a eu des bonnes choses qui sont sorties avec Scourge. On a Glutos, 3 packs de Seeker, un pack de Simbarash Soul renforcé, ok. Un Shard Speaker, des Blizzbarb Seeker, des Slickblade Seeker. Donc on va très vite sur table. C'est presque du Slaanesh à l'ancienne tel qu'on l'a vu depuis un an. Il n'y a pas trop de nouveautés, si on veut, dans ce Slaanesh. Je ne sais pas si les nouveautés valent le coup, mais en tout cas, là, il n'y en a pas trop. Donc c'est intéressant de voir qu'il a plus parfait là-dessus. First Print, c'est super, ça change énormément de STD classique et c'est classe. C'est du full, je joue la map. Ouais, mais bah, il bouge très très vite. Hein. Mais ça, c'est des trucs qu'on voyait déjà il y a un an, sous ça. Hein. On a un joueur Nighthaunt qui, du coup, a joué Deathstalker avec Kurdos, Lord Executioner, Cairn Race. Attendez, ils sont où les points? 20 Grimghast, 20 Grimghast, 20 Bladegeist, un Guardian Soul, un Knight of Shroud. Ok. Bah, ok, je sais pas. J'avoue que là, comme je suis pas trop focus sur Nighthaunt, les Grimghast Reaper, j'en ai pas vu depuis 2 ans. Donc, je vous avoue que je sais pas trop à quel point c'est bon, mais j'imagine que les stats sont devenus meilleurs pour les Grimghast maintenant qu'ils sont à 300 points et les Bladeghast à 360. Donc, c'est peut-être juste ça. On va regarder la liste Cruel Boys. On joue Copsprak, très intéressant. On joue des Bold Boys, des Slowgot, un Murknob, ok. On joue Scumdrake, très bien. Un pack de Gutripa non renforcé, 2 packs de Monstakila, un meilleur brut et un pack renforcé de Gutripa, un Ashtouf de Scourge et un Shaman. Ça part un peu dans tous les sens, c'est du gros MSU, il n'y a qu'une seule unité renforcée. Ça a l'air très marrant à jouer, ceci dit. Ça a l'air très très cool à jouer. Parce que vous avez plein d'unités toutes seules qui vont faire qui vont bosser, etc. Donc ça a l'air très fun. Pourquoi pas? Bon, voilà un peu pour les gagnants du Thunderstrike GT. En dernier tournoi, je voulais qu'on regarde le Feud on the Fens, qui est un tournoi hyper compétitif en Angleterre. Donc il y a des gros joueurs, des grosses listes. Et du coup, on peut y retrouver les grands noms de la scène anglaise. Et c'est pour ça que je voulais qu'on le regarde. On a donc, par exemple, Dan Bradshaw. Enfin, tous les joueurs sont très connus. Hein. Et il y avait du Cities of Sigmar à gogo. Mais ce n'est pas un Cities of Sigmar qui a gagné. Ça, c'est impressionnant. Plus de SE dans les tops et coucou. Ouais, les gens ont un peu abandonné SE alors que je trouve que c'est plutôt bon. C'est pas top 1 comme c'était avant, mais moi je trouve que SE, ça a gardé de sa superbe. Hein. En vrai, c'est pas mauvais du tout. Hein. En tout cas, Sylvanette, Dan Bradshaw qui s'en sort très bien avec son build à l'Ariel. Revenant de Seeker non renforcé. Banchuich, Gossamid, Archer, Drisha, Warsong Revenant, Durtu. Donc c'est un build vraiment de monstre avec très peu d'unités sur table. C'est impressionnant.
Je comprends pas comment il fait 5-0 avec un build pareil, mais c'est très 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 impressionnant. De voir une liste pareille faire 5-0 dans un field hyper compétitif avec du Cities of Sigmar qui est censé bouffer le Sylvaneth, je comprends même pas comment ça gère Cities. C'est une énigme. Pour moi, c'est une énigme que ça gère du Cities. Je sais pas. SD, ça a aussi un peu disparu. C'est descendu, ouais. Je ne sais pas comment il a fait, Dan Bradshaw, pour gérer du Cities avec ça. Hein. Normalement, Cities, ça arrive, les canons, ils vont te flinguer un Durtu ou une Alariel en un ou deux tours. Non, mais il n'y a pas que le talent et la luck. Hein, il est très bon, hein, c'est un excellent joueur, Dan Bradshaw. C'est pas un sujet, mais le match-up, je le vois pas du tout. Ou alors il a dodge les Cities, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait dodge les Cities à chaque ronde. Hein. Il a peut-être pas joué contre des Cities, hein, il a joué contre Jack Armstrong qui est un Cities of Sigmar en game 1. Ensuite, il a joué Rory Carter, je sais pas ce qu'il jouait. Il a joué Alex Bruce qui est un Cities. Il a joué Russell Taylor qui est un Daughter. Daughter, ça, par exemple, Sylvaneth, ça peut jouer dans Daughter. Mais jouer dans Cities, bordel, je comprends pas comment il a gagné. Hein. Franchement, je baisse mon chapeau. Je vous invite à tester le match-up. Hein. Je comprends pas comment tu gagnes. Alors attends, il n'y a pas de canon. Il y a peut-être pas de canon. Si, il y a forcément des canons. Ouais, voilà. Non, je sais pas. Je vous invite à tester le match-up. Franchement, ça me semble injouable pour le Sylvaneth et il s'est démerdé pour en sortir deux. Chapeau à lui. Chapeau bas. En tout cas, les builds City sont extrêmement classiques. Rien à signaler. Le build Daughter of Kane, est-ce que c'est un build Moratti ou c'est un build sans Moratti? C'est un build sans Moratti, c'est un build mixte avec à la fois des Witch Elves et des Blood Sisters. Pourquoi pas? C'est pas ce que je préfère parce que les builds Cretusa maintenant fonctionnent bien mieux avec de la Witch. Mais il faut pas oublier que les Blood Sisters, ça reste très bon. Hein, donc c'est pas injouable et il l'a prouvé en faisant deuxième ou troisième, je sais plus. On a Jack Armstrong en Cities of Sigmar. En soi, s'il lui fout des forêts dans la tronche, il est dans l'obscuring, il peut pas tirer aussi loin. Oui, mais tu peux pas popper des forêts sur un adversaire. Ensuite, Jack Armstrong qui jouait du coup Cities of Sigmar avec la même liste qu'on a vu précédemment ou pas loin. Ça ressemble à la même liste. Hein. C'est 20 cavaliers, 4 commandes corps, 3 canons. Le classique, hein, rien à dire. C'est la liste du moment, donc il n'y a pas trop de débat. On avait un Night Taunt qui est venu avec de la Banshee, j'imagine, 2 coachs, 2 packs de Banshee, Kurdos, Dreadblade Arrow, Dressaridan. Très classique aussi. Hein. Ça, c'est ce qui fonctionne bien en ce moment. J'ai quand même hâte que le bouquin sorte pour voir ce que Games nous a concocté pour les terrés. J'en ai vraiment plein le cul de les terrés. Personne n'a envie. Enfin, moi, c'est une des règles qui me gonfle le plus, les terrés. Donc, je suis très content de voir que ça va dégager. Salut Tilk. Le bon Mike Stewart qui jouait un Stormcast, voilà, et il est en 4-1. Il jouait Prosecutor, Reclusion, Stormcoven, Scourge of Gaia, Niridan, Lord Veritan, Quester Soulsworn, Night Auditor, Vigilor. C'est pas mal. Très intéressant, il y a plein de bonnes choses dans cette liste. Pour moi, il y a une unité de Prosecutor en trop. Et après, le reste à voir, mais en tout cas, il y a vraiment plein de bonnes choses dans cette liste. Ça va dégager. Bah, c'est ce qu'a spoilé Warhammer Community. Hein. Ils ont dit que. Je sais plus comment ils ont dit ça, mais il me semble qu'ils ont dit que Nighttaunt allait pouvoir bénéficier du all-out défense, je crois. Ce qui voudrait dire que les terres dégagent. Hein. J'ai pas vu la news. Mais moi, je sais même plus où c'est écrit. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Que dans Warco. Je crois que c'est dans une vidéo Warco. Si une unité tire un modèle within 1 d'une forêt, donc est-ce qu'elle perd la moitié de sa portée? Non, il faut que tous ces modèles soient within 1 de la forêt. Il faut que tous les modèles soient within 1.
Ça a été call pendant l'annonce des Nains du Chaos. Voilà, donc c'est ça, c'est Kayvan qui sait. Ce genre de vie, ça me trigger. Mon Iridan loupe toujours sa prière. Eh oui, c'est un peu le grand dame des prières. Voilà un peu pour les tournois que je voulais regarder, pour les actus. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire? Pas grand-chose. Hein. Il y a la phase finale de Crucible en fin du mois. Il y a Villers-Bocage pour les gens qui y vont. Je ferai la review des listes, je pense. Je sais pas quand, mais je ferai la review des listes de Villers-Bocage avant, en tout cas, quand elle sera disponible. Et sinon, parce que moi je vais à Villers-Bocage, donc si vous y êtes, n'hésitez pas à venir faire un coucou, ça sera avec plaisir. Peut-être que tu as couvert cette info, lien du chaos, on connaît la date de release. Non, on connaît pas. C'est soon, donc entre maintenant et dans un an, quoi. Tous les week-ends, j'espère, et je suis déçu tous les week-ends. Mais ouais, on ne sait pas. Donc voilà, donc pour rappeler pour les gens qui viennent d'arriver, moi je suis pas là jusque mercredi prochain. Je sais pas encore si je stream jeudi, ça dépend à quel point je serai fatigué de mon voyage. Je serai peut-être jeudi prochain, donc pas jeudi dans 2 jours, hein, jeudi dans 10 jours. Je vous tiendrai au courant sur le Discord. Je vais être un peu absent du Discord, etc. Donc je laisse les clés au modérateur, bien sûr, pour les prochains jours. Et du coup, on va se dire à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis, reposez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.